Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Ancien skipper, vainqueur de la Transat AG2R, le marin que nous recevons aujourd'hui a changé de cap. Jimmy Pahin est désormais député de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription du Morbihan, celle d'Auray. Nous allons le recevoir dans un instant, mais avant, on regarde son portrait chinois. Et voilà pour votre portrait chinois. Jimmy Pahin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à France 3 Bretagne. On va commencer, si vous le voulez bien, par jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, histoire de faire un peu connaissance. En 1996, vous avez remporté la Transat AG2R avec Alain Gauthier. Des images qui doivent vous rappeler de bons souvenirs. Vous avez aussi gagné à 10 reprises le SPI Ouest-France. Ouais. Cette expérience de la compétition vous sert-elle aujourd'hui en tant que député? Probablement. Probablement, même si, quand je faisais de la compétition, je n'avais pas un esprit de gagneur à tout prix. La culture de la gagne, ce n'était pas votre esprit? Non, c'est la culture de bien faire, c'est la culture de se donner des challenges qui m'ont fait faire cette transat, parce que moi, je n'avais pas du tout une destinée à traverser l'Atlantique à la voile. Ça vous a appris quoi? L'esprit d'équipe? On voit votre victoire d'ailleurs sur ces images. Ça m'a pris, vous savez, gosse, je rêvais de gagner la Transat. Quand on a 10 ans, c'était Alain Collat et tout. Et puis j'ai été élevé avec Alain Gauthier. Donc quand c'est moi qui ai fait la demande à Alain Gauthier, Alain, est-ce que tu m'emmènerais? Il a réfléchi un peu. J'avais un parcours de bons barreurs, de bons spécialistes des parcours en baie. Et puis il a dit chiche. Et puis on a gagné. Et puis souvent on a dit, vous savez, on a gagné parce que Jimmy a de la chance. Alors, en début de mandat, vous n'avez pas eu trop de chance pour le coup. Vous avez été assez critiqué pour votre absentéisme, votre méconnaissance du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là de perdre en crédibilité dès votre début de mandat? Ah, ce sera mon sparadrap du capitaine Haddock qui va durer combien de temps? Écoutez, sincèrement, pour revenir sur cette affaire-là, j'étais en circonscription. On a un peu une vie de schizophrène. Parce qu'il faut qu'on soit et à la fois à Paris, à la fois en commission, à la fois en séance, à la fois en entretien, en écoute et en circonscription. Et j'étais en circonscription. Et vraiment, c'est pas quelque chose de très grave. D'ailleurs, depuis, je crois que mes statistiques ont repris du poil de la bête depuis longtemps. Mais cet épisode, vous a-t-il laissé finalement un petit goût amer? Vous n'étiez peut-être pas assez préparé, vous n'aviez peut-être pas pris assez conscience de... Mais comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre nous. Mais vous savez, moi j'ai été élu pour porter le projet du président de la République. Ce jour-là, il y avait presque suffisamment de monde dans l'Assemblée pour porter le projet de la République. Mais voilà, maintenant je fais bien attention à être présent. Et d'ailleurs, depuis, j'ai rajouté une journée de plus. Mon prédécesseur faisait 2 jours à Paris. Moi, j'en fais 3. Je reste le jeudi, justement, pour bien suivre tous les dossiers. Alors jeudi dernier, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait que les occupants illégaux de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes devraient avoir quitté les lieux à compter du 14 mai. Dans votre portrait, en début d'émission, vous évoquez votre colère face à la situation à Notre-Dame-des-Landes. Alors expliquez-nous. La colère, elle vient un petit peu du fait que le gouvernement a quand même pris une décision courageuse de se dire, voilà, on ne fera pas un grand aéroport de plus en Bretagne. Cette décision, elle vous satisfait? Écoutez, on était 3 parlementaires quand le Premier ministre nous a réunis pour se dire, on a la capacité aéroportuaire suffisante en Bretagne. Rennes, Nantes, Lorient, Quimper, Brest.
on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on mette le paquet un petit peu sur les autres moyens de mobilité. Le numérique, c'est important, d'aller un peu plus vite sur les travaux sur la RN 164. Et puis moi, je veux aussi qu'on accélère un petit peu le trafic portuaire. Donc le gouvernement avait été quand même sacrément courageux de dire Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Et moi, ça m'a vraiment agacé. Que ces jeunes. Donc je comprends assez bien finalement le sens de la vie, mais n'est pas jouer le jeu non plus, en allant se déclarer en préfecture, et puis en allant dire, bah, écoutez, voilà, je vais m'installer à Notre-Dame-des-Landes, et on voit tout ce que ça a amené, et on voit tout ce qu'on en a fait, quoi. Voilà, c'était ça ma colère. Un gâchis. Non, pas un gâchis, parce que ça a l'air de s'arranger, et le 14 mai, les choses seront réglées. Alors, on va revenir sur une loi qui fait parler beaucoup d'elle, hein, la loi Asile-Immigration. Dimanche dernier, elle a été adoptée. Que j'ai voté, hein, j'étais au Parlement. Hein. Oui, mais justement, on va y revenir. Elle a été adoptée en première lecture. On a quand même senti un malaise dans les rangs de l'Assemblée, notamment dans la majorité. Un tiers des députés n'a pas participé au vote. Vous avez voté pour. Pourquoi ? Écoutez, le malaise, il est mondial, européen. Il y avait 50 000 demandeurs d'asile en 2012, il y en a 140 000 maintenant. Ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'émigration. Hein, donc c'est d'abord, je crois qu'il faut vraiment tout faire pour que ces populations puissent rester vivre chez elles. C'est ça qui est vraiment important. Cette loi Asile-Immigration, je l'ai votée parce que je crois qu'on va simplifier les normes, les procédures d'intégration. Au bout de 6 mois, on saura si vous pouvez rester en France, travailler en France, ou alors parce que vous venez d'un pays en guerre, vous venez d'un pays en grande difficulté. Vous savez, François Bayrou, il ne dit pas que c'est un droit, il dit pas que c'est un droit d'asile, il dit que c'est un devoir d'asile. Et sinon, ben, vous rentrez chez vous pour à nouveau essayer de développer votre pays. C'est pour ça que j'ai voté cette loi-là. Voilà. Cette loi allonge la durée maximum de rétention administrative. Ça concerne aussi les mineurs. L'an passé, ils étaient 300 à avoir été enfermés. La France a été condamnée à 6 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet. Le respect des droits de l'homme, ça vaut que pour l'homme français ? Non, bien sûr que non, parce que la France s'est faite d'hommes de partout. On est un Français sur 3 de s'en mêler. Persiste sur cette rétention des mineurs. C'est pas quelque chose qui vous a freiné dans le vote de cette loi ? Je crois que, d'abord, c'est 300 cas, comme vous l'avez dit. Voilà. Et puis ensuite, je crois qu'on va vraiment prendre en compte un petit peu le rapport d'Aurélien Taché, qui fera aussi que l'intégration se fera d'abord par l'apprentissage de la langue et puis aussi par l'apprentissage du travail. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Vous savez, des lois sur l'asile et l'immigration, on en fait 2 par législature. Richard Ferrand, le président du groupe LREM, avait menacé les députés d'exclusion s'ils votaient contre la loi Asile-Immigration. Alors vous n'êtes pas directement concerné, hein, vous faites partie du groupe Mouvement démocrate, mais quelle est votre analyse, finalement, être député LREM aujourd'hui? Est-ce que c'est perdre sa liberté de conscience, sa liberté de vote? Bien sûr que non, bien sûr que non, je ne crois pas. Vous savez, ce sont des gens qui ont été... Attendez, il faut revenir un petit peu sur cette élection. Alors je vais poser ma question différemment. Si Marc Fesneau, président de votre groupe, faisait pareil sur une loi, vous disait, soit vous votez pour, et si vous votez contre, vous êtes exclu. Vous trouveriez ça normal? Non, mais on a été élu dans le sillage quand même d'une affaire incroyable. Un président de la République qui a 39 ans, qui fait quelque chose d'incroyable, qui met à bas les clivages gauche-droite et qui dit « je vais faire ce que j'ai dit ». Donc moi, je suis équipier du président de la République. Et j'ai aimé la défense du ministre de l'Intérieur, quand le ministre de l'Intérieur nous a dit, vous savez, sur cette loi-là, on aurait dû faire travailler le ministre de la Cohésion sociale, le ministère de l'Éducation, le ministère du Logement, ainsi de suite, parce que c'est un tel vaste sujet qu'il faut qu'on en sorte, parce que ce n'est que le début, et c'est qu'à travers l'Europe qu'on s'en sortira. Alors, autre thème d'actualité, la grève des cheminots. On va plus spécifiquement parler de Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, donc, les cheminots défendent pas seulement leur statut, ils demandent la réouverture de la ligne SNCF Saint-Brieuc-Loudéac-Pontivy-Auray, votre circonscription. Une ligne donc, qui traverse la Bretagne du nord au sud. L'intérêt est d'y transporter des marchandises agricoles, d'éviter qu'il y ait plus de camions sur la route. Vous y êtes favorable à ce projet? Je sais qu'il y a déjà 2 trains qui font Auray-Pontivy par jour. C'est quand même pas rien. Alors,
Le problème des mobilités aussi, c'est un vaste sujet. Moi, vous savez, sur cette ligne Saint-Brieuc, je ne la connais pas bien. J'ai rencontré le maire de Camors qui m'a dit que ce serait vraiment bien qu'on essaye de faire un train qui nous fasse Auray-Pontivy. Et puis, il y a des gens dans la gare de Lambel, sur la commune de Camors, qui souhaiteraient aussi mettre en avant ce petit train touristique. Moi, mon vrai sujet, c'est que cette ligne-là, il faut qu'elle se prolonge jusqu'à Quiberon. Parce que là, vraiment, on a un vrai problème à Quiberon de trafic routier. On ne circule plus en Quiberon. Et on a une ligne de chemin de fer qui existe depuis près de 100 ans, je pense, qu'on appelle le tire-bouchon, et qu'il faut vraiment qu'on essaye de revaloriser, de remettre en état pour libérer un petit peu le trafic routier. Alors, une dernière question avant de passer à notre partie débat. Mi-mai, votre groupe parlementaire défendra plusieurs propositions de loi. L'une d'entre elles propose de taxer les GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon et autres, pour aider au financement de la presse. Les médias sont en danger? Alors, je ne vous dis pas ça parce qu'on est ici chez Ouest France et au Télégramme, où quand même on a des médias et des quotidiens de grande qualité quand même en Bretagne. Mais oui, je crois que la presse papier est en danger, ça c'est sûr. La presse papier est en danger, d'ailleurs je crois qu'aux États-Unis, la presse papier, dans 2-3 ans, elle a disparu, et à échéance 5-6 ans, peut-être qu'en France, ce sera difficile. Donc cette niche parlementaire qu'on a le 17 mai, cette loi sur les droits voisins, en fait, c'est tout simple, ce serait comme un espèce de droit SACEM qui obligerait un petit peu les grands diffuseurs d'informations de payer une information coupée, recoupée et vérifiée. Alors on va bientôt entamer la deuxième partie de notre émission avec notre débat consacré à la loi littorale. Imaginez-vous un instant propriétaire d'un terrain en bord de mer, dans une zone résidentielle. La mairie vous accorde un permis et vous y faites construire une résidence secondaire. Oui, mais voilà, c'est contraire à la loi littorale et votre maison est désormais menacée de destruction. C'est la mésaventure que connaît une famille à Plestin-les-Grèves. Regardez. C'est un petit coin de paradis à 2 pas de la mer. Un terrain acheté en 1895 par un couple d'artistes nantais tombés amoureux de Saint-Efflamme, le quartier balnéaire de Plestin-les-Grèves. 5 générations y ont depuis passé leurs vacances. Alors lorsqu'ils héritent du terrain il y a quelques années, c'est tout naturellement que Fanny, Juliette et Florent, les 3 arrière-petits-enfants du couple, décident d'y construire une maison. Une maison en bois, bioclimatique pour se retrouver en famille. Le permis est accordé en 2011 et la maison construite l'année d'après. Nous, on s'inscrit dans... Il y a combien? 130 maisons à Saint-Efflamme? À Saint-Efflamme, il y en a une vingtaine ici dans l'alignement. C'est construit en dur de chaque côté. Il y a même des extensions ou des constructions neuves en remplacement qui ont été faites. À aucun moment on s'est imaginé qu'on tomberait sous le coup d'une telle plainte, d'une telle attaque. L'attaque en question, c'est celle de l'association Plestin Environnement qui, dès 2011, lance une procédure pour faire annuler le permis de construire. Car la maison, comme beaucoup d'autres à Saint-Efflamme, est située à moins de 100 mètres de la mer et selon l'association, la loi littorale doit s'appliquer. En 2014, le tribunal administratif annule le permis, décision confirmée en 2016 par la Cour d'appel de Nantes. Une décision incompréhensible pour la mairie qui jamais n'aurait imaginé que Saint-Efflamme pouvait entrer dans le cadre de la loi littorale. Vous constatez que Plestin, c'est vert. Il n'y a pas de construction, on ne bétonne pas, on ne veut pas bétonner. Et on est pour la loi littorale. La difficulté, ce sont les interstices entre la bande des 100 mètres, les zones naturelles, et l'agglomération. C'est tous ces petits hameaux, ces petits villages qui existent, qui ont existé, qui ont une histoire, et qui maintenant devraient être classés en zone naturelle. Ce ne sont pas des zones naturelles. Alors, sur le marché de Plestin, chaque parti va de son tract et de ses arguments. Car l'association Plestin Environnement, qui veut faire un exemple, a intenté une procédure au civil pour faire démolir la maison. La famille, elle, a lancé une pétition qui a déjà recueilli 1 millier de signatures. On demande à ces associations de stopper leur acharnement et de stopper leur procédure. Si aucun accord n'est trouvé, ce sera au tribunal de trancher. Étienne de Saint-Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes C'est moi qui vous remercie. Vous êtes président de l'association Plestin Environnement. Et vous êtes à l'initiative donc de ces procédures visant à faire démolir cette maison qu'on vient voir dans le reportage. Oui. Pourquoi ce combat? Parce que c'est vrai que d'extérieur, ça semble un petit peu cruel de vouloir détruire la maison de quelqu'un. Alors, je voudrais faire une toute petite remarque préliminaire. Je suis étonné, pour ne pas dire sidéré, de voir l'énergie que des
que certains de mes concitoyens dépensent pour défendre leur intérêt privé. Par opposition à la loi littorale. Je rappellerai que la loi littorale est une loi qui a été votée pour l'intérêt général et bien entendu, elle va à l'encontre de certains intérêts privés. C'est normal. Spécifiquement pour cette maison, pourquoi est-ce que vous demandez sa destruction? Deuxième remarque que je voudrais faire avant toute chose, parce que c'est une chose que les gens ne savent pas, un maire a parfaitement la possibilité de signer un permis illégal, même en sachant qu'il est illégal. Et c'est lui qui est le seul responsable de la signature de ce permis. Donc, en l'occurrence, vous estimez que ce permis était illégal par rapport à la loi littorale. Bien entendu. Ce qui explique votre demande de destruction de cette maison. Vous, Jimmy Pain, est-ce que vous comprenez cette démarche Alors, moi, d'abord, il faut que je vous raconte un peu mon passé. C'est parce que vraiment, j'aime les Côtes de France, quoi. Il n'y a pas plus beau que nos Côtes de France pour les avoir longées pendant 30 ans. Je suis membre du Conservatoire du Littoral. Je me suis bagarré contre une extraction de sable entre Drouard et Quiberon il y a quelques années. C'est très compliqué, cette histoire d'urbanisation sur les bords de côte. Et ça va l'être de plus en plus parce qu'il va y avoir une démographie encore plus forte sur nos bords de côte. Il y a 3 zones en bord de côte. Il y a la zone des 100 mètres, il y a la zone proche du rivage ou site remarquable, comme le disait le maire tout à l'heure, et puis la 3e partie des zones. Pendant la campagne électorale, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des aberrations qui allaient un petit peu dans ce sens-là, et qu'il y avait des hameaux bretons où on pouvait continuer à construire dans un périmètre, pas proche du rivage, ainsi de suite, mais sur lesquels on pouvait continuer à bâtir et éviter de prendre de la terre agricole. Parce que le but du jeu, c'est ça. On n'oublie pas qu'il y a quand même un département qui, tous les 10 ans, part en terre agricole. Alors vous, votre objectif, finalement, c'est d'assouplir cette loi littorale? Parce que la loi littorale, là, actuellement, elle est au sommet, comme on dit, de la hiérarchie des normes. Ouais. Elle s'impose au plan local d'urbanisme. Voilà. C'est ça que vous avez peut-être envie de changer. Les amendements que j'ai déposés à l'Assemblée nationale la semaine dernière vont dans le sens que le permis de construire doit être d'abord validé par le PLU et par le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, le PLU, plan local d'urbanisation, et puis ensuite la loi donne son avis. Le problème, c'est que maintenant, le problème de cette loi littorale, c'est qu'elle a tellement été réglée à coup de jurisprudence qu'on passe un petit peu sur le PLU et sur le SCOT. Moi, je suis persuadé que le maire, quand il a signé ce permis de construire, c'était en zone urbanisée. Ils l'ont dit d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est vraiment des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Moi, vous savez, je ne serais pas loin de voter la pétition pour les gens, parce que, sincèrement, je trouve que il n'y a pas de destruction de l'environnement. C'était dans une continuité. C'est important que ce soit dans une continuité. Je crois qu'à Locquirec, un peu plus loin, il y a une maison qui est toute seule. Et elle, on n'arrive pas à la détruire. Donc, il faut aussi parfois un peu raison garder. Et je trouve que cette maison, elle ne choque pas dans le paysage. Je m'inscris en faux contre l'idée que le maire savait que ce n'était pas une zone urbanisée, parce qu'il y a eu un jugement du tribunal administratif concernant deux projets d'immeubles à Saint-Efflamme, tribunal administratif qui a annulé ce permis et qui, du fait même, a dit que cette zone-là n'était pas en zone urbanisée. Et le maire a quand même accordé un permis après. Ouais. Bon, donc c'est un premier point. Ouais. Deuxième point, vous dites qu'il y a des maisons autour. Je vous rappellerai quand même la décision du Conseil d'État qu'on appelle la jurisprudence dite de Lavandou, qui est de 2006. Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans la zone d'urbanisation diffuse éloignée du bourg. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut que les PLU, vraiment pour ça que les PLU soient bien étudiés, qu'ils soient étudiés avec les associations environnementales. Moi, je vis dans le Morbihan avec la plus difficile des associations environnementales. Mais cette association, il faut l'intégrer tout de suite dans la rédaction des PLU et dans les SCOT, qui, eux, peuvent être revisés tous les 5 ans. Mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que ce permis, il a été accordé, alors qu'a priori, il était contraire à la loi littorale. Et c'est votre association qui est obligée de déclencher des procédures judiciaires pour qu'on examine la situation. C'est-à-dire que c'est le monde associatif qui doit être
Oui, finalement, le problème de l'application de la loi littorale est entièrement soumis au recours déposé par les associations. Et je m'étonne que les pouvoirs publics, d'une manière générale, n'ont pas fait leur travail, c'est-à-dire ils ont même laissé valider des PLU et des POS contraires à la loi littorale. Hein. Et la loi littorale n'est appliquée que s'il y a des associations. S'il n'y a pas d'association, bien souvent, la loi littorale est violée. Alors, je voudrais quand même revenir pour la destruction qu'on demande. On demande aussi la possibilité d'une démolition, parce que l'avocat de la famille concernée a bien dit que la maison était entièrement démontable. Donc, si c'est démontable, qu'il la démonte et qu'il la construise ailleurs. Mais ceci dit, pourquoi est-ce que nous, on maintient cette action? C'est pour une raison très sérieuse, à savoir que ces gens-là ont construit sans attendre la décision de justice. Bon. Et ils étaient parfaitement informés du caractère litigieux de leur permis. Alors, si on laisse faire une chose comme ça, si on laisse debout une maison comme ça veut dire quoi? Ça veut dire, en clair, si vous êtes gêné, si vous avez peur d'être gêné par la loi littorale ou d'avoir un recours, etc., ne vous inquiétez pas. Arrangez-vous avec le maire, obtenez un permis illégal et construisez. Et le jour où vous aurez construit, je vous garantis que personne ne pourra plus vous faire détruire votre maison. Et ces permis-là doivent être donc c'est ça qui pour nous est absolument inadmissible. Donc vous voulez éviter le fait accompli. Bien sûr. Je comprends. Monsieur Pain, que faire de ces fameuses dents creuses dans les hameaux, ces terrains qui ont été rendus inconstructibles, comme on le disait par la loi littorale? Plutôt par la loi Allure. Vous savez, c'est la superposition de la loi Allure sur la loi littorale. Alors en Bretagne, les propriétaires sont rassemblés en collectif, les plumés, et l'État devrait-il finalement les dédommager? Écoutez, d'abord, j'espère que l'État va réussir à comprendre leurs problèmes, parce que c'est un vrai problème. C'est quand même souvent des gens qui, toute une vie, ont économisé pour leur terrain, qui comptaient donner à leurs enfants et tout. Donc vraiment, je crois qu'on va réussir à trouver une solution à travers cette loi Élan, la loi logement, qui est en train d'être discutée actuellement au Parlement. Et puis, à travers ces amendements, moi, qui demandent cette hiérarchie des normes, permis de conduire, approbation du PLU, du SCOT, puis de la loi, et enfin, surtout, une vraie discussion avec la commission des sites, avec le préfet, pour valider ou non tel ou tel terrain. Je crois qu'on va y arriver. Pas dans la zone des 100 mètres, sauf que là, on était en zone urbanisée, c'est compliqué. On était en zone urbanisée, donc on pouvait le faire. Pas dans les zones proches du littoral, mais dans cette troisième zone. Vous voyez, Carvignac, Carnac, ils ont parfois des villages qui sont à 10 km des côtes. Et on ne peut même pas construire dans ces 10 km des côtes du fait de cette surinterprétation de la loi littorale. Monsieur de Saint-Laurent, vous faites confiance aux élus locaux, justement, pour juger, finalement, au cas par cas de l'opportunité de construire L'histoire des dents creuses, le maire de Plestin a parlé d'interstice. Et un interstice, vous savez, c'est une petite fente. Et quand on a, par exemple, on est en face d'un gros billot de bois qu'on veut fendre, si on trouve un petit interstice, on enfonce le coin, un coup de masse, et on fait éclater la bille. Eh bien, je pense que cette propagande sur les dents creuses qu'on pourrait boucher, c'est un peu ça. On invoque un problème qui n'est pas un vrai problème. Si, je peux vous dire parce que le vrai problème de nos campagnes, c'est les bourgs qui meurent, parce qu'il n'y a plus de petits commerces, c'est les exploitations agricoles. Je veux le dire, parce que les exploitations agricoles qui disparaissent les unes après les autres, et on a des paysans à qui on ne donne même pas de quoi vivre, c'est absolument honteux. Ça, c'est un problème. Et croire qu'on va rénover, qu'on va développer des bourgs en permettant des constructions un peu partout, mais c'est un non-sens. Le problème n'est pas là. Merci messieurs, mais c'est déjà la fin de ce débat. Et on arrive bientôt à la conclusion de cette émission avec notre séquence « Et demain ». La séquence « Et demain » illustrée comme chaque semaine par le crayon de Loïc Schwartz qui a imaginé votre reconversion, monsieur Pain, au cas où demain la politique se serait finie pour vous. Un jour, Jimmy reprendra le large, le Palais Bourbon, ça sent le renfermer. C'est vrai ça? On sent un peu renfermé à l'Assemblée, ça manque d'air? Vous n'imaginez pas le bonheur et la fierté que j'ai de me lever tous les matins, de faire ce job avec enthousiasme et humilité, parce que je sais tout ce qu'il faut que j'apprenne. Et puis, à l'écoute des gens, j'en parlerai, monsieur de Saint-Laurent, de ce problème de Plestin-les-Grèves. Non, j'y vais vraiment avec
beaucoup de plaisir. On verra bien, vous savez, je suis un jeune vieux député. Donc, et puis l'an prochain, dans 5 ans, il y en aura 30% de moins. Donc, alors, jeune député, mais on essaie de se projeter quand même. Qu'est-ce que vous ferez après votre carrière politique? C'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé? Peut-être des navigations paisibles dans la baie de Quiberon? Je reprendrai l'animation d'émissions de télévision. Écoutez, vous savez déjà là, on a 2 objectifs rapides. On a les élections européennes qui vont venir et puis on a les élections municipales. Parce que ce que je vous dis en début d'émission, ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, c'est historique, c'est incroyable. Et il faut vraiment que ce grand parti central qui arrive à faire parler tout le monde avec tout le monde, puisse continuer à faire. Donc il y a des élections dans 2 ans. Il faudra fatalement que d'une manière ou d'une autre, j'en sois. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Si vous appréciez le travail de notre dessinateur Loïc Schwartz, je vous recommande son dernier livre, L'Info au galop. C'est un recueil de dessins qu'il a réalisé ces 3 dernières années sur notre antenne et c'est publié par les éditions Dialogue. Messieurs, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Dimanche aux politiques, c'est une émission que vous pouvez revoir sur notre replay, sur notre site bretagne.france3.fr. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est votre édition d'information de la mi-journée. Elle vous est présentée par Stéphanie Labrousse. Bon week-end à tous.